En biologie, on se posait souvent la question de savoir pourquoi certaines espèces pouvaient être tellement toxiques qu'elles pouvaient, par exemple, empoisonner tout Londres. On a des toxines comme ça. La toxine botulique en est un assez bon exemple. Botulique parce qu'on l'a trouvée dans les saucisses au départ. Donc, au 19e siècle, cette toxine botulique, cette bactérie, on la retrouvait dans les saucisses. Mais La ricine également. la ricine, oui, également, qui est un des poisons les plus efficaces et qui a été utilisé d'ailleurs comme méthode d'assassinat avec le fameux parapluie bulgare, où on jetait avec un parapluie une petite bille chargée de ricine et ça laissait aucune trace, en particulier si la ricine était congelée, où là vous aviez juste une toute petite piqûre et là le sujet mourait très peu de temps après et l'autopsie en général ne révélait rien de particulier. Les Américains vont se servir de ces toxines animales ou végétales, ça va être révélé par la commission de Church dans les années 70, ça a été déclassifié, notamment avec des pistolets à crise cardiaque qui existent bel et bien et qui utilisaient entre autres la muconotoxine, une toxine du cône du Pacifique. Et donc comment on se retrouve avec des animaux tellement toxiques comme certaines salamandres ou certains batraciens qu'ils puissent empoisonner littéralement des dizaines de milliers d'humains? Eh bien, en général, c'est parce qu'ils ont coévolué avec une espèce résistante. On a un cas qui est très étudié, notamment par Brody et collaborateurs, qui ont fait toute une série. Brody, c'est père et fils, c'est un peu une entreprise familiale de recherche, et ils ont fait des études sur un couple typique proie-prédateur qui est Tarica granulosa et Thamnophis sirtalis. Tarica granulosa est une petite salamandre qui était connue notamment des cow-boys. Il y avait des contes comme ça où des cow-boys qui étaient autour d'un feu étaient retrouvés morts le lendemain et on voyait juste une salamandre qui était passée par là. Cette salamandre se serait trempée dans leur café avant qu'ils le bouent ou dans d'autres situations aurait contaminé leur nourriture. Elle contient la tétrodotoxine. La tétrodotoxine est très utile en neurosciences. Elle inhibe la production des potentiels d'action dans le système nerveux périphérique. Donc elle empêche les neurones du système nerveux périphérique de fonctionner. Seulement périphérique d'ailleurs, parce que la barrière hémato-encéphalique qui protège le sac qui protège le système nerveux central, la colonne vertébrale et le cerveau, eh bien elle ne le passe pas, heureusement. Sinon, ça serait littéralement impossible de s'en sortir quand on est contaminé à la tétrodotoxine. On la retrouve dans le fugu, ce fameux poisson qui est une délicatesse au Japon et que l'empereur n'a pas le droit de consommer parce que ses tripes contiennent de la tétrodotoxine. Et donc, si vous êtes contaminé à la tétrodotoxine, vous êtes paralysé, vos muscles ne peuvent plus, vos muscles périphériques, y compris le diaphragme, ne peuvent plus réaliser leur fonction, donc vous ne pouvez plus respirer tout simplement. Et la seule façon de vous sauver, c'est de vous mettre sous respirateur artificiel le temps que votre corps évacue cette tétrodotoxine. Eh bien, cette petite salamandre, Tarica granulosa, en produit beaucoup. Et elle en produit de quoi tuer des centaines d'êtres humains. Alors pourquoi? Parce qu'elle coévolue avec une couleuvre qui n'est pas toxique, ce n'est pas un serpent venimeux. Mais cette couleuvre, qui s'appelle Thamnophis sirtalis, eh bien, est résistante. Et donc elle mange, elle avale tout cru une petite salamandre, et elle en a rien à foutre, elle digère la tétrodotoxine, alors elle est juste un petit peu patraque, ça la rend un tout petit peu paralysée, comme un humain qui a trop mangé, elle est là, bon, je fais une sieste post-consommation d'un truc qui tuerait 10 000 humains si jamais il le diluait dans leur eau municipale. Et ce qu'on observe dans cette compétition en particulier, c'est que le serpent, Thamnophis sirtalis, est toujours en avance dans cette compétition. Donc Brody et ses collaborateurs ont pris une carte de la Californie, y compris la Californie mexicaine, donc la Basse-Californie. Ils ont pris une carte de toute la côte ouest, et dans cette carte, ils ont mesuré la quantité de tétrodotoxine chez la salamandre, et ils ont mesuré la résistance du serpent. Et ils ont fait une carte comme ça où ils mettaient un cercle dans un carré, donc le carré c'était la couleur indiquait le niveau de résistance du serpent, et le cercle avait une couleur qui indiquait le niveau de toxicité de la salamandre. Et ce qu'ils observaient, avec cette petite carte très simple qui leur a pris des années bien sûr à produire, mais dès qu'ils l'avaient produit, ils observaient que partout, le serpent était soit à égalité, soit en avance sur la salamandre. Et ça, c'est une énorme leçon de compétition bio-inspirée parce que la salamandre, sa méthode de compétition, c'était uniquement de produire plus de tétrodotoxine. Donc elle avait une méthode de compétition dite linéaire ou à la Sarkozy, pour que vous vous en souveniez, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus. Et Thamnophis sirtalis, lui, avait une méthode de compétition intelligente, on pourrait dire à la Bill Gates, qui disait « j'emploie des gens qui sont paresseux, comme ça ils vont trouver une solution simple à mon problème, ils vont pas travailler beaucoup parce qu'ils sont paresseux, donc travailler mieux pour gagner plus ou travailler mieux pour travailler moins ». Et ça, c'était la méthode du serpent qui, lui, avait une résistance qualitative, pas quantitative. C'est pas qu'il produisait plus d'antidotes, il n'avait pas d'antidote particulier, mais il produisait des méthodes différentes de résister au venin, et ça faisait qu'il était toujours en avance sur la salamandre. Eh bien, cette différence entre compétition linéaire et compétition non linéaire, elle est tout à fait réelle, même d'ailleurs dans les conflits armés.
En général, dans un conflit armé, dans une guerre totale, ce qui est recommandé stratégiquement, c'est de maintenir un front pour avoir la compétition linéaire, typiquement les Alliés contre les Allemands en 1943, et puis à l'arrière du front, vous essayez d'innover de nouvelles armes qui pourraient vous amener à défoncer toute compétition. Les Allemands avaient essayé de développer leurs fameuses Wunderwaffen, les armes merveilleuses qui étaient donc des super tanks, des super avions, des avions à réaction, etc. Et les Américains ont développé l'arme atomique qui a mis fin à toute compétition possible pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que quelle que soit l'armée que vous aviez en face, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si le type avait l'arme nucléaire, c'était terminé. Eh bien, l'arme nucléaire, c'est de la compétition non linéaire, et mettre plus de soldats, plus de tanks, c'est de la compétition linéaire.